Ma sœur s'est moquée de moi, où sont ton mari et tes enfants? Ah c'est vrai, tu n'en as pas, mes parents ont ri, alors j'ai répondu, où est votre argent? Ah c'est vrai, c'est moi qui subviens à vos besoins. Jusqu'à aujourd'hui. Le silence s'est abattu sur la table et c'est cette nuit-là que tout a changé. Lors d'un dîner de famille, ma sœur s'est moquée de moi. Où sont ton mari et tes enfants? Ah, c'est vrai. Tu n'en as pas, mes parents ont ri, alors j'ai dit, où est ton argent? Ah, c'est vrai. C'est moi qui te soutiens financièrement jusqu'à aujourd'hui. Un silence s'est abattu sur la table, et c'est cette nuit-là que tout a changé. Bonjour, je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 31 ans et je vis à Lyon, en France. Et chacun de mes jours commence comme la sonnerie répétitive d'un réveil. Je me réveille dans mon petit appartement de la Croix-Rousse, je bois un café noir sans sucre, puis je me dépêche d'attraper le bus du matin pour me rendre à l'entreprise technologique où je travaille comme chef de produit. Je ne prétends pas vivre une vie parfaite, mais je suis fier d'avoir construit un parcours stable par mes propres moyens. Je vis en dessous de mes moyens, je m'offre rarement des articles de luxe et je ne dépense jamais de manière imprudente. Même l'appartement que je loue est modeste, juste assez pour que je puisse l'appeler mon foyer. La raison est simple. La majeure partie de mon salaire ne reste jamais longtemps sur mon compte. Il file rapidement vers ma famille, ce trou noir auquel je suis devenu si habitué que je ne le remets plus en question. Ma mère, Evelyne, une infirmière à la retraite après une opération cardiaque précoce, a encore besoin de médicaments, de bilans de santé et des coûts constants qui les accompagnent. Et c'est toujours moi qui paie. Mon père, Robert, a travaillé comme consultant, mais les contrats allaient et venaient, et pendant les mois difficiles, j'étais la fille qui virait de l'argent pour maintenir le pavillon de banlieue de Caluire et Cuire hors de l'œil vigilant de la banque. Et puis il y a Camille, ma sœur cadette, 28 ans. Jeune, belle, adorée par la famille, et aussi celle que j'ai sauvée d'innombrables fois lorsqu'elle a abandonné ses études, pris du retard sur son loyer ou plafonné ses cartes de crédit de manière irréfléchie. Je ne me suis jamais considérée comme celle qui portait le fardeau. Mais avec le recul, chaque difficulté et chaque virement ressemble à un CV silencieux énonçant clairement mon rôle dans la famille. Le filet de sécurité. Je ne suis pas riche, juste assez à l'aise si je n'avais pas à partager ce fardeau. Un salaire stable dans la tech pourrait me permettre de voyager, d'acheter un petit appartement, ou au moins d'épargner pour l'avenir. Mais je ne faisais que rarement tout cela. Les voyages dont je rêvais un été en Italie, une semaine de ski à Chamonix étaient toujours annulés après un appel téléphonique frénétique de ma mère ou un message paniqué de Camille. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était ce qu'une fille, ce qu'une sœur devait faire. Je me sacrifiais en silence, rangeant mes propres désirs dans un tiroir verrouillé et continuant d'envoyer de l'argent. C'est pourquoi, ce dimanche soir-là, j'ai quand même conduit près d'une heure de Lyon jusqu'à l'ancienne maison de Caluire et Cuire. Le dîner de famille, une tradition que ma mère maintenait depuis des années, n'avait généralement rien de spécial. Poulet rôti, purée de pommes de terre, parfois une soupe dont elle était fière. Quand je suis entré, la maison avait l'air comme d'habitude. La lueur chaude des lumières jaunes, l'odeur familière de café dans l'air, et le murmure lent d'un match de football à la télévision du salon. Pourtant, sous cette convivialité, je pouvais sentir une autre couche, fine mais tendue, comme une corde de violon trop tendue, attendant le plus léger contact pour se briser. Camille était assise à table, ses cheveux blonds attachés haut, ses yeux brillants d'assurance, tandis que mes parents murmuraient doucement entre eux. J'ai posé mon manteau sur la chaise et j'ai souri, bien que ce sourire me semblât forcé. Au fil des ans, j'avais commencé à remarquer une division indéniable. Moi, la fille qui se sacrifiait en silence, et Camille, la fille qui était choyée et louée, comme si toute la lumière de la famille ne brillait que dans sa direction. Je me disais que je n'étais pas jalouse, ou du moins j'essayais. Mais au fond de moi, la fissure s'élargissait de jour en jour. En m'asseyant, j'ai écouté ma mère parler de sa semaine, de la façon dont Camille avait été invitée à un événement de mode au centre-ville de Lyon, de la façon dont mon père essayait toujours de s'en sortir avec ses emplois de consultant occasionnel. J'acquiesçais, ajoutant quelques mots polis, mais dans mon esprit, chaque facture, chaque virement, chaque euro de mes économies balayait comme le vent défilait devant moi, me hantant comme des fantômes familiers. Ce dîner, extérieurement chaleureux et ordinaire, portait en lui un poids si suffocant que j'avais du mal à respirer. Camille faisait tournoyer le verre de vin dans sa main, la lumière chaude de la salle à manger captant ses yeux et les faisant scintiller d'un air espiègle. Je venais de porter une cuillère de soupe à mes lèvres quand elle a penché la tête, sa bouche se retroussant en ce demi-sourire familier qui m'irritait depuis notre enfance.
Alors, Sœurette, a-t-elle lancé d'un ton traînant, feignant une sorte de sollicitude douce. Où est ton mari? Où sont tes enfants? Ah, c'est vrai. Tu n'en as pas. Elle a laissé échapper un petit rire, puis a siroté son vin avec désinvolture comme si elle venait de raconter une blague brillante. Ma mère s'est immédiatement jointe à elle avec un rire léger, assez fort pour que j'entende le mépris qui s'y cachait. Mon père a émis un petit grognement, ses yeux brillants d'approbation, tandis que Camille se penchait en arrière sur sa chaise comme si elle venait de marquer un point dans un jeu qui n'intéressait qu'elle. Je suis resté assise là, la cuillère toujours en suspens, forçant mon visage à rester impassible. En ce bref instant, les souvenirs ont déferlé sur moi comme une tempête. Toutes les fois où j'avais mis de côté mes propres besoins pour régler les crises de ma famille. Je me suis souvenu de la nuit d'hiver où ma mère a été transportée d'urgence à l'hôpital avec des douleurs thoraciques. Comment j'ai manqué la réunion la plus importante de ma carrière juste pour signer des papiers d'assurance et verser la compte chirurgicale. Je me suis souvenu quand mon père a pris du retard sur le prêt immobilier et que j'ai vidé les économies que j'avais mises de côté pour l'appartement de mes rêves, alors que j'étais moi-même entassé dans une minuscule location à Lyon avec un loyer qui augmentait chaque année. Je me suis souvenu quand Camille m'a appelé en sanglotant après avoir été expulsé de son appartement du centre-ville, comment j'ai remboursé toutes ses dettes et lui ai trouvé un nouveau logement. Chaque fois, je l'avais fait en silence, sans me plaindre, me disant que c'était le devoir d'une fille, la responsabilité d'une sœur aînée. Et maintenant, qu'est-ce que je recevais en retour? Une remarque moqueuse exposée devant toute la famille, transformant ma vie en la chute de leurs blagues. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas une explosion de rage, mais un silence dense et glacial, comme du verre se fissurant en minuscules fractures sur le point de voler en éclats. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai reposé ma cuillère sur l'assiette et j'ai levé mon regard directement vers Camille. Elle était toujours assise là, suffisante, les yeux brillants de l'assurance de quelqu'un qui croyait venir de gagner. Lentement, j'ai parlé, ma voix si calme qu'elle m'a surprise moi-même. Je n'ai peut-être pas de mari ou d'enfant, mais où est ton argent? Ah, c'est vrai. C'est encore moi qui te soutiens jusqu'à aujourd'hui. La pièce est tombée dans le silence, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et coupé le son. Le sourire de Camille s'est figé, ses yeux brillants de confusion avant de se durcir rapidement de colère. Ma mère a posé sa fourchette, le cliquetis du métal contre la porcelaine tranchant l'air tendu. Mon père a plissé les yeux, se penchant en avant comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Je sentais chaque paire d'yeux fixés sur moi. Mais au lieu de baisser la tête comme je l'avais toujours fait, j'ai soutenu leur regard, stable et sans ciller. À ce moment-là, j'ai pensé à toutes les années que j'avais vécues comme une ombre dans cette famille. J'étais la bonne enfant, la studieuse, celle qui a commencé à travailler tôt, la fille qui ne causait jamais de problème. J'avais pris l'habitude d'être ignoré pendant que la famille s'extasiait sur les soi-disant accomplissements de Camille, d'un défilé de mode au lycée à un emploi à temps partiel qu'elle a quitté après seulement quelques semaines. J'avais pris l'habitude du regard comparateur de ma mère. Les filles des autres sont mariées avec des enfants, et toi? J'avais pris l'habitude du ton de mon père. Tu es peut-être doué pour gagner de l'argent, mais ne crois pas que tu vaux mieux que quiconque. Tous ces mots, je les ai avalés, les transformant en carburant pour travailler plus dur, pour envoyer plus d'argent à la maison, m'accrochant à l'espoir qu'un jour je serai reconnu. Mais ce jour n'est jamais venu. Et maintenant, avec Camille tournant ouvertement ma vie de célibataire en dérision avec la complicité de mes parents, je savais que j'avais atteint ma limite. Camille a forcé un rire, essayant de retrouver son air de supériorité. Oh, allez, Sœurette. Pourquoi si sérieuse? Je plaisantais juste. Ma mère a rapidement ajouté, tu sais comment est ta sœur, Chloé. Elle taquine juste pour s'amuser. Ne le prends pas à cœur. Mon père s'est raclé la gorge et a parlé de son ton autoritaire habituel. C'est vrai. Tu prends ça trop au sérieux. Elle est encore jeune. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle soit responsable comme toi. Chaque mot tombait lourdement, résonnant dans ma tête comme des clous martelés dans un cercueil. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle soit responsable comme toi. C'était la phrase qu'il m'avait estampillée pendant des années. C'était moi qui devais porter le fardeau, qui devais me sacrifier, qui devait grandir pour toute la famille, tandis que Camille avait le droit d'échouer, de dériver nonchalamment, de se moquer de la personne même qui la maintenait à flot. Il y a 7 ans, Camille a décidé de quitter son université à Montpellier après seulement 1 an et demi. Elle m'a appelé un après-midi pluvieux, la voix tremblante,
disant qu'elle n'avait plus d'argent pour les frais de scolarité ou le logement, qu'elle avait manqué la date limite de paiement et que l'école retenait son dossier. Je me souviens être assise dans mon petit appartement de Lyon, fixant le solde de mon compte en banque, la poitrine serrée. Cet argent, c'était ce que j'avais économisé pendant 2 ans, en espérant acheter ma toute première voiture. Au lieu de cela, j'ai viré près de 12 000 € à son école pour couvrir ses dettes et j'ai même ajouté quelques centaines de plus pour ses frais de subsistance. Quand ma mère a demandé, j'ai simplement dit « je m'en occupe ». Et j'ai raccroché, le cœur endolori, mais espérant que Camille apprécierait enfin le sacrifice. Mais quelques mois plus tard, elle a complètement abandonné ses études, et retourné à la maison, et l'argent que j'avais versé avait disparu sans laisser de traces. Une autre fois, un été, j'avais prévu des vacances d'1 semaine sur la Côte d'Azur. J'avais réservé des billets d'avion, trouvé un Airbnb près de la plage à Nice, et même acheté une robe longue bleu mer juste pour le voyage. C'était censé être les premières vacances que je prenais pour moi-même depuis des années. Mais seulement 3 jours avant le départ, ma mère a appelé en désespoir de cause. La vieille voiture qu'elle utilisait pour se rendre à son travail à temps partiel était tombée en panne gravement, les réparations coûtant près de 4 000 €. J'ai regardé la valise déjà faite, les emails de confirmation pour les vols et le logement, et j'ai lentement tout supprimé. Les billets d'avion comportaient des frais d'annulation, l'Airbnb n'était pas remboursable. J'ai viré l'argent à ma mère, puis je suis retourné au bureau comme si je n'avais jamais prévu de partir. Quand mes collègues m'ont demandé pourquoi je ne prenais pas mon voyage, j'ai forcé un mince sourire. Changement de plan. À l'intérieur, mon désir de respirer l'air frais de la Méditerranée était écrasé, remplacé par un vide terne qui persistait. Mais le souvenir qui pique le plus est lié à cette maison. La maison de caluire et cuir que je croyais autrefois être un symbole de sécurité. Mon père avait décroché un gros contrat de consultation, mais en quelques mois, le client s'est retiré et l'affaire s'est effondrée. La banque a envoyé des avertissements de retard de paiement du prêt, menaçant de saisie. Je me souviens de cette nuit où ma mère était assise en pleurant dans la cuisine, mon père silencieux, ne disant rien tandis que Camille s'enfermait dans sa chambre. J'ai ouvert discrètement mon ordinateur portable, me suis connecté à mon compte d'épargne où j'avais canalisé chaque bonus, chaque heure supplémentaire. J'ai viré plus de 15 000 € à mon père pour couvrir le prêt immobilier, sauvant la maison des griffes de la banque. Personne n'a demandé s'il me restait assez pour vivre. Personne n'a proposé de me rembourser. Ils ont simplement soupiré de soulagement et ont repris leur routine comme si mon sacrifice n'était rien de plus que ce qui était attendu. Quand j'ai tout additionné, j'avais dépensé des dizaines de milliers d'euros en 7 ans. Cet argent aurait pu être l'apport pour l'entreprise de mes rêves, l'acompte pour un appartement à Lyon, ou au moins les voyages qui m'auraient permis de vivre vraiment ma jeunesse. Au lieu de cela, je l'ai envoyé sans hésitation, me berçant de l'idée que c'était mon devoir. Et cette obéissance même m'avait transformé en une ligne d'approvisionnement sans fin, menant à ce moment à table, à écouter les moqueries de ma sœur et les rires approbateurs de mes parents. J'ai commencé à réaliser que le prix que j'avais payé n'était pas seulement financier. J'avais sacrifié ma jeunesse. Pendant que mes pères parcouraient le monde, se lançaient dans de nouvelles carrières, achetaient des maisons et fondaient des familles, je m'enterrais dans une boucle, travailler, envoyer de l'argent, éteindre les crises des autres. J'avais même sacrifié l'amour. À 28 ans, je suis sorti avec un homme bien nommé Daniel, un architecte. Il voulait construire un avenir avec moi, acheter une maison ensemble, avoir des enfants. Mais je l'ai repoussé parce que je savais que je ne pouvais pas m'engager dans une nouvelle vie alors que ma famille me tirait encore en arrière. Je craignais qu'un jour les appels tardifs et les demandes d'argent incessantes ne brisent mon propre bonheur. Alors j'ai laissé partir Daniel parce que j'étais trop occupé à maintenir la famille à flot. Oh, et ma carrière ? J'ai travaillé dur. J'étais capable. Mais je n'ai jamais osé sauter vers de plus grandes entreprises ou viser des promotions plus rapides parce que j'avais toujours besoin de stabilité pour m'assurer de pouvoir aider chaque fois que mes parents ou Camille en avaient besoin. J'ai choisi la voie sûre, celle avec moins de risques. Mais cela signifiait aussi perdre la chance de construire quelque chose d'extraordinaire. Chaque chose que je faisais, chaque choix que je prenais tournait autour de ma famille, pas de moi-même. Assise là, c'est devenu douloureusement clair. J'avais échangé ma jeunesse, mon amour et ma carrière contre quelque chose qui n'a jamais été reconnu, et la reconnaissance n'est jamais venue. Au lieu de cela, tout ce que j'ai reçu, c'était des moqueries. Ma main tremblait sur la table, non pas de colère explosive, mais d'un éveil amer. J'avais été exploité depuis bien trop longtemps,
et c'est moi qui avais permis que cela se produise. Cette nuit-là, j'ai conduit de Caluire et Cuire à Lyon en silence. L'autoroute A7 était aussi fréquentée que d'habitude, mais le grondement des camions, les lumières clignotantes, même les klaxons stridents semblaient me glisser dessus. À l'intérieur, les railleries et les rires de mes parents et de Camille se rejouaient sans fin, comme si quelqu'un passait en boucle un enregistrement cruel. Quand je suis arrivé dans mon petit appartement de la Croix-Rousse, je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assise dans le noir en écoutant le tic-tac de l'horloge murale avant d'ouvrir lentement mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé et, dans cette lumière froide, je me suis connecté à mon compte en banque. Le chiffre qui est apparu m'a stupéfié. J'ai fait défiler. Chaque virement, chaque transaction s'alignant comme un acte d'accusation écrit. 750 € pour les frais de scolarité de Camille. 3200 € pour les réparations de la voiture de ma mère. 15 000 € pour couvrir le prêt immobilier de mon père. 1800 € pour rembourser la carte de crédit de Camille quand elle était menacée de poursuite. Et ainsi de suite, des dizaines de petits retraits et de sommes massives enchaînées. J'ai cliqué sur le filtre pour afficher les résumés annuels. Chaque année, j'avais perdu au moins 10 000 à 12 000 € pour ma famille. En 7 ans, le total s'élevait à plus de 80 000 €. Assez pour verser un acompte sur un appartement à Lyon. Assez pour acheter une voiture neuve. Assez pour m'inscrire au programme de MBA dont j'avais autrefois rêvé. Au lieu de cela, tout s'était dissous dans des urgences qui ne seraient jamais remboursées. Je suis resté immobile, ma main tremblant sur la souris de l'ordinateur. La douleur s'est infiltrée dans mon corps, une amertume suffocante pressant contre ma poitrine. J'avais sacrifié non seulement de l'argent, mais aussi ma jeunesse, mon amour et ma carrière. Tout cela pour servir de plan B à une famille qui consommait ces sacrifices comme s'ils leur étaient dus. La colère a monté, mais avec elle est venue une clarté froide. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Je n'étais pas une banque, pas une bouée de sauvetage éternelle. J'étais un être humain et je méritais de vivre pour moi-même. Cette nuit-là, j'ai ouvert l'application de virement, celle que j'utilisais depuis des années pour envoyer de l'argent à mes parents, et j'ai lentement appuyé sur le bouton qui disait annuler le virement récurrent. Une si petite action, ne prenant que quelques secondes. Pourtant, j'ai eu l'impression d'avoir brisé des chaînes qui m'avaient lié pendant cette longue année. Je me suis assise en silence, regardant l'écran s'éteindre, et j'ai expiré un long souffle. Mon cœur portait de l'inquiétude, même de la peur de ce qui allait suivre, mais à côté de cela scintillait la faible lueur de la liberté qui commençait à peine à briller. 2 jours plus tard, le premier message est arrivé. Ma mère a écrit, « Chloé, le prêt immobilier est bientôt dû. As-tu déjà envoyé l'argent ?» Je l'ai lu mais je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, mon père a appelé et a laissé un message vocal. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ? Cette maison a besoin de toi. Ne nous laisse pas souffrir. » Sa voix était grave et tranchante, résonnant avec l'autorité de mon enfance. Et pour la première fois de ma vie, j'ai appuyé sur supprimer sans l'enregistrer. Camille a aussi envoyé un texto, son ton mi-réprobateur, mi-moqueur. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi cette fois ? Arrête de faire ton drame. Maman et papa sont inquiets. Envoie juste l'argent. Tu en as, n'est-ce pas ? J'ai fixé l'écran. Mon cœur s'est glacé, puis j'ai tranquillement éteint mon téléphone. Dans les jours qui ont suivi, les messages ont afflué comme une tempête. Ma mère a écrit, « Ne laisse pas cette petite affaire déchirer la famille. » Mon père a écrit, « Tu es égoïste. Toute cette famille a toujours compté sur toi. Tu as une responsabilité. » Camille a changé de tactique, passant de la réprimande à la supplication. « J'ai vraiment besoin de toi. Si tu n'aides pas, je vais être expulsé. Comment pourrais-tu laisser ça arriver ? » Je les ai tous lus, mais je n'ai pas répondu. À chaque silence, je sentais une autre couche d'armure se former autour de mon cœur, ma résolution se renforçant. Vendredi soir, je suis rentré à mon appartement, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un cahier vierge. Sur la première page, j'ai écrit « Plus de plan B ». En dessous, j'ai listé tout ce que je devais faire pour moi-même, économiser pour acheter ma propre maison, passer du temps avec de vrais amis, prendre soin de ma santé, m'inscrire au programme de MBA que j'avais reporté. Chaque ligne était comme une brique posée pour construire les fondations d'une nouvelle vie. Quand j'ai fermé le cahier, j'ai entendu mon cœur battre lentement et régulièrement. Mes parents pourraient devenir furieux, Camille pourrait me détester,
et je pourrais perdre la fausse paix à laquelle je m'étais accroché pendant des années. Mais je savais que si je n'arrêtais pas maintenant, je me perdrais pour toujours, et je n'étais plus disposé à payer ce prix pour une telle ingratitude. Une semaine après avoir arrêté d'envoyer de l'argent, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma mère envoyait des messages mielleux, mon père laissait des messages vocaux lourds comme des coups de marteau, et Camille changeait de ton, tantôt grondant, tantôt suppliant. J'ai lu, j'ai écouté, mais je n'ai jamais répondu. Puis, à la fin de la semaine, ma mère a envoyé un court texto. Viens dîner à la maison ce dimanche. La famille doit parler. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Je me suis assise sur le canapé, fixant les mots qui brillaient sur mon écran, la poitrine serrée. Une partie de moi voulait refuser, ne jamais retourner à l'endroit qui m'avait épuisé. Mais une autre partie me poussait à y aller, à y faire face une fois pour toutes, plutôt que de laisser le cycle se prolonger. Dimanche soir, j'ai repris la route pour Caluire et Cuire. Dès que j'ai franchi la porte en bois usé, j'ai senti la lourdeur dans l'air. La table était mise avec du poulet rôti et de la purée de pommes de terre, mais l'arôme autrefois réconfortant semblait maintenant acre et suffocant. Ma mère arrangeait les couverts, ses mouvements plus brusques que d'habitude, comme si même les assiettes devaient porter son irritation. Mon père était assis au bout de la table, les bras croisés, le visage froid comme la pierre. Camille était adossée à sa chaise, les bras croisés, les yeux rivés sur son téléphone, feignant l'indifférence, bien que la courbe de ses lèvres trahît un défi suffisant. J'ai tiré une chaise et je me suis assise. Personne n'a parlé pendant plusieurs minutes, seul le léger cliquetis des ustensiles rompait le silence. Puis la voix de ma mère a percé, dirigée non pas vers moi, mais vers la nourriture dans son assiette. Chloé, cette famille ne peut pas fonctionner sans ta contribution. Tu gagnes bien ta vie. Aider est tout à fait naturel. Ton père et moi nous sommes sacrifiés pour vous pendant toutes ces années. Maintenant, c'est à ton tour de donner en retour. Qu'y a-t-il de mal à ça? J'ai pris une profonde inspiration. Si cela avait été moi il y a un an, j'aurais peut-être mordu ma langue, gardé le silence, et plus tard glissé de l'argent sur leur compte en secret. Mais maintenant, après tout ce qui s'était accumulé, je n'avais plus peur. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux et chaque mot que j'ai prononcé est tombé lourdement comme une pierre. Ce n'est pas de l'aide. C'est de l'exploitation. La pièce s'est figée. Camille a laissé échapper un court rire moqueur, levant les yeux de son téléphone, son regard acéré de mépris. Oh, s'il te plaît, ne joue pas les vertueuses. Tu as de l'argent, mais tu es toujours célibataire. Je ne comprends pas pourquoi tu te la joues si grande dame. Si j'étais toi, j'aurais honte que personne ne veuille même m'épouser. Une bouffée de chaleur m'est montée à la poitrine, mais j'ai gardé ma voix stable, calme, sans un tremblement. La différence, c'est que je travaille pour mon argent alors que tu ne sais que le dépenser. Sans moi, tu aurais perdu ton logement depuis longtemps. Ma mère est rapidement intervenue, son ton urgent. Chloé, ne parle pas à ta sœur comme ça. Elle est encore jeune. Elle n'a pas encore trouvé sa voie comme toi. Tu es la sœur aînée. Tu dois être plus indulgente. Je me suis retourné, les yeux rivés sur Camille, mais mes mots s'adressaient à toute la table. Être indulgent ne signifie pas laisser les gens me piétiner. Je ne suis pas une banque. Je ne suis pas un portefeuille sans fond. Toutes ces années, je suis restée silencieuse. J'ai donné. Et pourquoi? Pour être moquée comme une ratée simplement parce que je ne suis pas mariée. Le visage de Camille est devenu rouge, sa bouche s'ouvrant comme pour riposter. Mais avant qu'elle ne puisse parler, mon père a frappé la table de sa main. Le craquement sec a fait trembler les couverts. Son regard perçant s'est fixé sur moi. Sa voix était un grognement sourd. Surveille ton langage. C'est ta maison. Tu devrais connaître ta place. Tu te crois si génial. Tu n'as de l'argent que parce que tes parents t'ont élevé. N'oublie pas d'où tu viens. J'ai repoussé ma chaise, le grincement du bois contre le sol perçant le silence. Tout mon corps tremblait, mais ma voix était claire et résolue. Si c'est le cas, alors peut-être que je n'ai pas ma place dans cette maison. Je l'ai maintenu debout, mais tout ce que j'ai reçu en retour, c'est du mépris. Si vous ne me voyez que comme un portefeuille, alors je suis désolé. Je ne serai plus là pour être exploité. La pièce est tombée dans le silence. La bouche de ma mère était grande ouverte, ses yeux remplis de larmes, comme si elle ne pouvait pas croire que la fille autrefois obéissante osait se rebeller.
Camille me fixait, ses lèvres s'entr'ouvrant et se refermant, incapable de trouver les mots. Le visage de mon père était rouge de rage, mais dans ses yeux, j'ai surpris une lueur fugace, un changement qui révélait que même lui savait que je n'étais plus la même Chloé. Je me suis éloigné de la table, j'ai attrapé mon manteau et je ne me suis pas retourné. Chaque pas était comme une libération, comme si je déchirais une chaîne invisible qui m'avait lié pendant 7 ans. Alors que la porte claquait derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler. « Chloé, reviens. Nous sommes une famille. » Mais je ne me suis pas arrêté. Pour la première fois, j'ai laissé cet appel s'estomper derrière moi, de plus en plus doucement, jusqu'à ce qu'il ne reste que les battements de mon cœur, le rythme d'une liberté qui commençait tout juste à prendre forme. J'ai conduit toute la nuit pour rentrer à Lyon, la poitrine lourde mais légère. Je savais que j'avais rompu un lien crucial et que la route à venir ne serait pas facile. Mais je savais aussi une chose avec certitude. Je n'étais plus le plan B de ma famille. Je n'étais plus la bouée de sauvetage à laquelle ils pouvaient s'accrocher. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à me réapproprier. Une semaine après cette confrontation, alors que j'essayais de maintenir une routine stable en ville, la véritable tempête a éclaté. C'était un vendredi après-midi quand j'ai reçu une grande enveloppe de la banque, livrée à mon appartement. Au début, j'ai pensé que c'était juste un autre relevé de compte de routine. Mais au moment où j'ai déchiré le sceau, mes mains sont devenues froides. À l'intérieur se trouvait une épaisse liasse de documents, son titre imprimé en gras, contrat de ligne de crédit sur valeur domiciliaire. J'ai rapidement feuilleté les pages, mon cœur battant la chamade. C'était là. Mon nom, Chloé Dubois, clairement indiqué à côté de mon numéro de sécurité sociale, de mon adresse et, le plus choquant de tout, d'une signature. Un gribouillage désordonné, clairement une tentative d'imiter la mienne, mais je l'ai reconnue instantanément. Ce n'était pas la mienne. Je suis resté figé près de la table comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing violent dans l'estomac. Ils avaient fait la seule chose que je craignais le plus, mais que je n'avais jamais vraiment cru qu'ils oseraient faire. Ils avaient utilisé mon identité pour emprunter de l'argent. Et pas une petite somme, près de 60 000 €, garantie directement par la maison de Caluire et Cuire. J'ai lu plus attentivement et j'ai vu la date de signature, juste 2 semaines plus tôt, quelques jours seulement après le dîner où j'avais déclaré que je ne fournirais plus d'aide. Le monde semblait s'effondrer autour de moi. Il ne s'agissait plus d'être manqué de respect, plus de mots cruels ou de rires moqueurs. C'était une trahison pure et simple. Je me souviens m'être affalé sur une chaise, la liasse me glissant des mains, les pages s'éparpillant sur le sol comme de la neige. Dans mon esprit, je voyais leur visage. Mon père avec son expression sévère et sa voix autoritaire. Ma mère avec ses yeux humides et son ton suppliant que je ne connaissais que trop bien. Camille avec son sourire moqueur. Ils avaient choisi de franchir la dernière ligne, traitant ma signature comme une simple formalité qu'ils pouvaient falsifier pour sauver la maison, cette même maison que j'avais sauvée de la banque à maintes reprises. J'ai ramassé les pages une par une, les mains tremblantes. Une partie de moi hurlait. Ce sont mes parents, ma famille. Comment ont-ils pu faire ça? Mais une autre partie, plus froide, répondait, parce qu'ils l'ont toujours fait. Parce que pendant des années, ils m'ont traité comme un portefeuille sans fond. Parce que quand j'ai finalement dit non, ils ont choisi d'enfreindre la loi plutôt que de se regarder en face. La douleur n'était pas seulement dans l'énorme dette qui pesait maintenant sur moi. Elle était dans l'éclatement de la confiance fragile à laquelle je m'accrochais encore. Cette nuit-là, je n'ai pas pu manger, pas pu dormir. Je me suis assise dans mon appartement sombre. La seule lumière, le lampadaire qui filtrait par la fenêtre. La liasse reposait carrément sur la table comme la preuve d'un crime. Je la prenais, la reposais, la reprenais, les questions bouillonnant en moi. Comment était-il allé à la banque? Qui avait falsifié ma signature? Le banquier était-il au courant? Et surtout, avait-il même pensé aux conséquences pour moi? Si ce prêt n'était pas remboursé, mon crédit serait ruiné, ma chance d'acheter une maison détruite, même ma carrière mise en péril. Le téléphone sur la table a vibré encore et encore. Un message de ma mère. Chloé, ça va? Ton père et moi venons de régler une petite chose pour la maison. Ne stresse pas, un message de mon père. La banque s'en est déjà occupée. Pas besoin que tu t'inquiètes. Nous avons fait ça pour garder la maison. J'ai fixé ces mots, la poitrine serrée. Pas une seule excuse, pas une seule reconnaissance qu'ils avaient usurpé mon identité,
seulement des excuses lisses. Nous avons fait ça pour la famille. J'ai pris ma tête entre mes mains alors que les larmes coulaient, non seulement de colère, mais du vide qui se propageait dans ma poitrine. Famille. Le mot auquel j'avais autrefois fait confiance était maintenant devenu le couteau le plus profond. Je me suis souvenu de mon enfance, assise dans cette maison de caluire et cuir, entendant ma mère dire, la famille est l'endroit où tu peux toujours avoir une confiance totale. Et maintenant, cet endroit avait fait de moi une débitrice sur papier avec une signature falsifiée. À ce moment-là, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce n'était plus une querelle entre parents, plus seulement quelques mots cruels qui me blessaient. C'était un vrai crime, une trahison qui ne pourrait jamais être justifiée. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais avec cela est venue une clarté froide. Je devais me sauver. J'ai soigneusement rassemblé les documents, les ai empilés proprement dans un dossier et les glissés dans le tiroir de mon bureau. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assise à regarder les lumières clignotantes du bâtiment d'en face, vide à l'intérieur. Mon petit appartement, autrefois familier, me semblait maintenant étranger, comme si j'étais entré dans un nouveau monde. Un monde où la famille n'était plus un refuge mais un danger imminent. Je savais qu'à partir de ce moment, tout avait changé pour toujours. Quand l'horloge a sonné 3 heures du matin, j'ai chuchoté une seule phrase, la gravant dans mon cœur. Ils m'ont trahi et je n'oublierai jamais. Lundi matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la hotline de la banque. Une voix de femme a répondu. BNP Paribas, comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai essayé de rester calme en expliquant que mon identité avait été utilisée pour signer un prêt sur valeur domiciliaire que je n'avais jamais autorisé. Ma voix tremblait, mais chaque mot était clair et ferme. À l'autre bout du fil, la représentante a écouté attentivement, m'interrompant occasionnellement avec des questions de vérification. Après avoir terminé, elle a fait une pause avant de dire « Vous devez contacter notre service d'enquête sur la fraude immédiatement, et je vous recommande fortement de consulter un avocat car cela implique une falsification et une usurpation d'identité. C'est une affaire sérieuse. » J'ai raccroché, les mains toujours tremblantes. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que le poids du monde s'était alourdi de plusieurs tonnes. Pourtant, une petite étincelle a vacillé en moi. Pour la première fois, je pouvais réellement faire quelque chose pour me protéger au lieu de subir en silence. Le lendemain matin, j'ai cherché en ligne des avocats à Lyon spécialisés dans la fraude et l'usurpation d'identité. Un nom est apparu à plusieurs reprises, accompagné de critiques élogieuses. Maître Sophie Nguyen, une avocate franco-vietnamienne qui avait traité de nombreux cas d'exploitation financière familiale. J'ai appuyé sur appeler et j'ai pris rendez-vous. Le lundi après-midi, j'entrais dans le bureau de Maître Nguyen, un immeuble soigné près du centre-ville. L'espace était rempli de lumière naturelle, avec un bureau en bois poli et des étagères garnies de dossiers. Sophie semblait avoir la quarantaine, ses cheveux noirs soigneusement épinglés, son expression calme, mais ses yeux vifs. Elle m'a serré la main fermement et m'a fait signe de m'asseoir. J'ai fait glisser les documents falsifiés sur le bureau. Alors que Sophie feuilletait chaque page, mon cœur s'est accéléré, craignant qu'elle ne me voie comme faible ou stupide. Mais quand elle a levé les yeux, sa voix était calme et posée. Chloé, ce n'est pas seulement mal. C'est un acte criminel. Falsification, fraude, usurpation d'identité. Votre famille a franchi la ligne entre l'emprunt et la violation de la loi. Je suis resté figé, le cœur sursautant au mot acte criminel, même si je connaissais déjà la vérité. L'entendre déclarer si clairement m'a fait trembler. Sophie a poursuivi, vous avez le droit de déposer un rapport de fraude auprès de la banque, le droit d'exiger le retrait de toute responsabilité de ce prêt et, si nécessaire, nous pouvons porter cette affaire devant les tribunaux. Je me suis mordu la lèvre, ma voix rauque, mais ce sont mes parents et ma sœur. Sophie a penché la tête, ses yeux à la fois fermes et compatissants. Je comprends, mais le fait qu'ils soient votre famille ne change rien à la nature de ce qu'ils ont fait. Chloé, vous avez le droit d'être protégée. Vous ne pouvez pas continuer à les laisser piétiner votre vie et votre avenir juste à cause du mot famille. Je suis resté immobile, les mains étroitement jointes, l'esprit en plein désarroi. Une partie de moi voulait faire demi-tour, garder le silence à nouveau pour préserver la paix. Mais l'image de cette signature falsifiée, de la dette de 60 000 € et du ton froid de mes parents le justifiant, n'arrêtait pas de défiler devant moi. Et puis je me suis souvenu être assise seule au bord de la Saône, écoutant les vagues, réalisant que je n'étais rien de plus qu'un portefeuille pour eux.
Ce sentiment m'a profondément blessé, comme une lame se tordant en moi. Je savais que si je gardais le silence cette fois, je perdrais tout, pas seulement de l'argent, mais moi-même. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai relevé la tête et j'ai regardé Sophie droit dans les yeux. Je ne resterai plus silencieuse. S'il vous plaît, aidez-moi. Sophie a hoché la tête, son visage calme, mais ses yeux brillaient de conviction. Nous commencerons immédiatement. Et Chloé, souvenez-vous de ceci. Cette fois, vous n'êtes pas seul. En quittant le bureau de Sophie, je suis sorti dans la rue, le vent fouettant mon visage. Mais à l'intérieur, je me sentais plus lucide que jamais. Je savais que la route à venir serait difficile, remplie de confrontations et d'amertume. Mais je savais aussi que pour la première fois depuis des années, je choisissais de me défendre. Et cette fois, j'irai jusqu'au bout. Ce soir-là, après avoir rencontré Sophie, j'ai ouvert mon ordinateur portable et pour la première fois, je ne me suis pas senti comme quelqu'un acculé sans issue. J'ai suivi chaque étape qu'elle m'avait conseillée, gelé tous mes crédits pour empêcher quiconque d'utiliser à nouveau mon identité, changer chaque mot de passe, des emails au compte bancaire en passant par des petites choses comme Netflix et Amazon. Chaque fois que je tapais un nouveau mot de passe, j'avais l'impression de construire un autre mur de protection autour de ma vie. Puis j'ai ouvert un tout nouveau compte dans une autre banque, que personne dans ma famille ne connaissait, et j'y ai transféré la plupart de mes économies. Le soulagement de voir mon solde en sécurité dans un espace scellé était indescriptible, comme reprendre un contrôle qui m'échappait depuis des années. Ce n'était pas seulement une question de finances. J'ai commencé à penser à moi différemment. Le lendemain matin, au lieu de rester au lit jusqu'à la dernière minute avant de me précipiter au bureau, je me suis inscrite à un cours de yoga près de mon appartement. Le premier jour, mon corps était raide, chaque étirement faisant perler la sueur sur ma peau. Mais quand je me suis allongé sur le tapis et que j'ai entendu l'instructrice murmurer « Laissez-vous aller », des larmes ont glissé sur mon visage. Pendant tant d'années, je n'avais fait que tout retenir, sans jamais me permettre de relâcher. En plus du yoga, j'ai commencé à cuisiner pour moi-même au lieu de vivre de plats à emporter. Des repas simples, du poulet poêlé, une salade fraîche, un petit verre de vin donnait à mon petit appartement le sentiment d'un vrai foyer, pas seulement une étape pour quelqu'un d'épuisé. Au travail, le changement a commencé à se voir aussi. J'ai mis mon énergie dans un grand projet qui était en suspens depuis des mois. Je suis resté tard, je me suis concentré et, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une véritable excitation dans ce que je faisais. Un après-midi, mon patron, Mathieu, est passé devant mon bureau, s'est arrêté et a posé sa main sur le rapport que je venais de terminer. Excellent travail, Chloé. Je vois un vrai changement en toi. Ce bref compliment m'a réchauffé toute la journée. J'ai réalisé que lorsque je n'étais plus vidé par ma famille, je pouvais briller à ma manière. Pendant que je travaillais à reconstruire ma vie, Sophie n'a pas perdu de temps. 2 jours seulement après notre rencontre, elle a envoyé une lettre officielle à la banque pour demander une enquête sur la signature falsifiée. J'étais en copie de l'email, et quand j'ai vu les mots aux suspicions de falsification imprimés clairement en noir et blanc, j'ai laissé échapper un long soupir, mi-peur, mi-soulagement. Ce n'était plus seulement un cauchemar qui tournait dans ma tête. C'était devenu un cas réel, traité de manière professionnelle. En même temps, j'ai pris une nouvelle habitude, conserver toute trace de contact de ma famille. Les messages de ma mère, des plus doux, « Chérie, cette famille a besoin de toi », aux menaces voilées, « Sans toi, nous perdrons tout ». Les messages vocaux de mon père, sa voix lourde, parfois menaçante, parfois feignant la douceur. Les textos de Camille changeant de ton, tantôt cinglant, « Tu es si égoïste », tantôt suppliant, « Aide-moi juste cette dernière fois. Je promets que je changerai. » Je les ai tous sauvegardés, soigneusement organisés dans un dossier intitulé « Preuve ». Chaque fois que je les relisais ou les réécoutais, la douleur brûlait, mais ma résolution aussi. Ils n'auraient plus jamais la chance de nier ce qu'ils avaient fait. Et pourtant, dans le silence de certaines nuits, mon cœur se serrait encore. Je me souvenais de dîners de famille remplis de rires sincères. Les étreintes chaleureuses de ma mère quand j'étais enfant. La façon dont mon père tenait autrefois le vélo stable pendant que j'apprenais à rouler. Mais alors, l'image de ces documents falsifiés revenait. Les appels désespérés sans fin résonnant dans mes oreilles, me rappelant que ces beaux souvenirs appartenaient au passé. La famille n'était plus un endroit sûr. La famille était devenue la chose même contre laquelle je devais me défendre. Chaque matin, j'adoptais une nouvelle sorte de calme. J'arrivais au bureau avec assurance,
je me présentais au yoga avec patience, et je me préparais le dîner comme pour me rappeler, Chloé, tu mérites aussi qu'on prenne soin de toi. Et chaque soir, alors que le dossier de preuve s'alourdissait, je savais que je ne faisais plus que survivre. Je me préparais. Je me préparais pour le jour où je leur ferais face, non pas comme un portefeuille ambulant, mais comme une femme qui connaissait sa propre valeur. Une nuit, je me suis assise près de la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant sur la vitre, une tasse de thé chaud dans les mains. Je ne sentais plus le tremblement, plus l'obscurité m'engloutir. Au lieu de cela, je sentais une attente patiente, une petite flamme brûlant régulièrement. J'ai chuchoté, cette fois, ils devront me faire face, et je ne reculerai pas. Sophie et moi avons passé près d'une semaine à monter le dossier. Elle m'a guidé pour rassembler chaque pièce de preuve, relevé bancaire, confirmation de virement, email, même les reçus aléatoires que j'avais fourrés dans des tiroirs au fil des ans. Lorsque le décompte final est apparu 84 762 € en 7 ans, je suis resté abasourdi. Près de 85 000 €. Pas quelques centaines, pas quelques milliers. C'était ma jeunesse. Les vacances que je n'ai jamais prises, les rendez-vous que j'ai annulés, les promotions que j'ai laissées passer juste pour maintenir tout à flot. Sophie a tout organisé dans un épais classeur. Chaque section marquée avec des onglets colorés, historique des paiements, prêts falsifiés, dossier de Camille. À l'intérieur se trouvaient également les propres défauts de paiement de Camille, ses cartes de crédit annulées, ses prêts étudiants en souffrance, ses anciens avis d'expulsion. En regardant ces pages, j'ai frissonné comme si je regardais dans un miroir qui me mettait à nu, tout en réalisant que j'étais prête à leur tendre ce miroir. Dimanche, je suis retourné à Caluire et Cuire. La maison de mon enfance était toujours là, avec sa clôture blanche écaillée et son porche en bois qui craquait, mais pour moi, ce n'était plus un lieu de sécurité. Je suis entré, le classeur serré dans mes mains. L'air dans le salon était lourd. Ma mère s'affairait à remuer une pile de papier, évitant mon regard. Mon père était assis dans son fauteuil, le regard sombre. Camille était adossée au mur, les bras croisés, un demi-sourire jouant sur ses lèvres, défiante. J'ai posé le classeur sur la table en bois, le bruit sourd atterrissant comme un coup de marteau. Je vais être direct, ai-je commencé, ma voix si stable qu'elle m'a surprise moi-même. Voici le relevé complet de tout ce que j'ai payé pour cette famille au cours des 7 dernières années. Près de 85 000 €. Voici la preuve du prêt immobilier falsifié signé sous mon nom. Et voici les dossiers de dette de Camille. J'ai tourné chaque onglet, faisant glisser les pages vers eux. Ils étaient tous les trois assis en silence. Le front de mon père s'est plissé alors qu'il se préparait à parler, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je ne suis plus la bouée de sauvetage de cette famille. À partir d'aujourd'hui, vous avez 30 jours pour retirer mon nom de tous les prêts, en particulier de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Si ce n'est pas fait dans 30 jours, je porterai plainte pour falsification, fraude financière et exploitation. J'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Ma mère reculait, Camille pâlissait, mon père serrait la coudoir de sa chaise. Ce n'est pas une menace. C'est un ultimatum. Fin du 4e. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge. Finalement, ma mère a balbutié, « Chloé, tu ne peux pas faire ça. C'est ta maison. » J'ai laissé échapper un rire court et froid, plus dur que je ne m'en croyais capable. Non, c'est la maison que j'ai maintenue debout avec mon sang et ma sueur. Mais ce n'est plus ma maison parce que les gens qui y vivent ne m'ont jamais vu que comme un distributeur automatique. Mon père a frappé la table de sa main. C'est comme ça que tu parles à tes parents. Je me suis levé, j'ai repris le classeur dans mes bras et j'ai dit d'un ton égal, je parle de cette façon parce que c'est la vérité. 30 jours. Je ne me répéterai pas, je me suis retourné et j'ai marché vers la porte sans regarder en arrière. Le ciel tardif de Caluire était lourd et gris, mais à l'intérieur, je me sentais plus lucide que jamais. Plus de tremblement, plus de culpabilité. Seulement la sérénité froide de quelqu'un qui avait enfin déposé un fardeau porté depuis bien trop longtemps. J'ai repris la route pour Lyon, le vent s'engouffrant contre les vitres de la voiture comme s'il lavait chaque blessure. 2 semaines plus tard, Sophie a appelé. Sa voix était calme, mais je pouvais entendre une pointe de soulagement. La banque a terminé son enquête. La signature a été confirmée comme étant une falsification. Ils vont retirer toute responsabilité légale de votre part. Je suis resté figé pendant quelques secondes, les yeux me piquant. Des années à être ignoré,
des années de sacrifices qui ne signifiaient rien. Et maintenant, enfin, la justice avait pris mon parti. Sophie a poursuivi, Chloé, vous êtes officiellement libérée de cette dette. À partir de maintenant, ils devront la porter eux-mêmes. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement, Lyon baigné d'une lueur dorée et chaude. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'un chapitre s'était clos. Ma famille pourrait encore se noyer dans sa spirale de dettes et de mensonges, mais pas moi. J'avais choisi de me lever, de tracer la ligne, de me libérer de chaînes invisibles. Et surtout, je savais que je n'endosserais plus jamais le rôle de leur banque d'urgence. Non. Cette nuit-là, j'ai ouvert une bouteille de vin, je me suis assise sur mon balcon et j'ai respiré l'air vif d'octobre. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre. La nouvelle que la maison de Caluire et Cuire était à vendre ne m'est pas parvenue par un appel ou même un message de ma famille, mais par les registres immobiliers publics que Sophie m'avait conseillé de surveiller. L'image de la maison est apparue sur le site web de l'agent immobilier, le toit usé, les marches en bois familières, mais cette fois estampillées des mots en gras et en rouge à vendre. Une étrange vague m'a envahi, un mélange de tristesse et d'inévitabilité, comme si j'avais toujours su que cette fin arriverait. Mes parents ne pouvaient pas refinancer. Après la confirmation de la signature falsifiée, la banque était restée ferme. Et maintenant, la dette les forçait à vendre ce que je croyais autrefois être un lieu où je pourrais toujours retourner. Camille ne m'a appelé qu'une seule fois, la voix brisée. Tu as vraiment laissé les choses en arriver là? La maison est partie. Je ne sais pas où aller. Je suis resté assise en silence, écoutant ses sanglots à l'autre bout du fil. Autrefois, je me serais précipité à ses côtés, lui aurais tendu ma carte bancaire et aurais porté le fardeau moi-même. Mais cette fois, j'ai seulement dit doucement, Camille, tu dois apprendre à te débrouiller seule. Je ne peux pas continuer à le faire pour toi. Puis j'ai raccroché, la poitrine endolorie, mais plus légère en même temps. Une semaine plus tard, ma mère a envoyé un message. Dîner du dimanche. Un dernier repas dans la maison. Peux-tu venir? J'ai hésité, puis j'ai accepté. Non pas parce que je me sentais responsable, mais parce que j'avais besoin de voir le chapitre se clore de mes propres yeux. Ce soir-là, j'ai conduit à Caluire pour la dernière fois. La maison semblait vide, dépouillée de sa vie. Des couloirs empilés de boîtes en carton, le salon vide de meubles, seulement quelques rideaux délavés qui pendaient encore. L'air était si lourd que je pouvais entendre chaque cliquetis de cuillère contre l'assiette. Mon père était assis en silence, ses cheveux plus gris, ses yeux ternes comme si le feu s'était éteint. Ma mère a servi un repas simple, rien d'élaboré. Camille n'a rien dit, les yeux cernés de rouge. Pendant tout le dîner, presque personne n'a parlé. Ce n'est qu'après que la vaisselle a été débarrassée que j'ai finalement rompu le silence, ma voix stable sans aucune trace de tremblement. Je ne coupe pas les ponts. Je suis toujours votre fille, toujours la sœur de Camille. Mais je ne suis plus la bouée de sauvetage. À partir de maintenant, si quelqu'un tombe, il devra apprendre à se relever seul. Mes mots ont résonné dans la pièce, les laissant tous les trois stupéfaits. Personne n'a argumenté, personne n'a plaidé. Seul le silence est resté. Je me suis levé de ma chaise et j'ai marché dans le couloir, mes yeux passant sur les boîtes étiquetées. Cuisine, chambre, livres. Tant de souvenirs d'enfance, autrefois liés au devoir et à l'obligation, maintenant emballés dans du carton brun usé. J'ai ouvert la porte, j'ai pris une profonde inspiration de l'air froid de la nuit, puis je me suis retourné pour un dernier mot. J'espère que vous trouverez tous un moyen d'avancer, mais je ne peux plus vivre vos vies pour vous. En descendant les marches du porche, je savais que je laissais derrière moi un morceau de ma jeunesse. Cette maison m'avait maintenu en place avec les chaînes invisibles de l'obligation. Maintenant, elle était partie, et les chaînes s'étaient brisées avec elle. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai mis toute mon énergie dans le travail. Le projet que je dirigeais a dépassé toutes les attentes et, lors de la réunion trimestrielle, mon patron Mathieu a déclaré publiquement, Chloé est la raison pour laquelle nous avons réalisé cette percée. Quelques mois plus tard, j'ai reçu ma promotion au poste de chef de produit senior. Pour la première fois de ma vie, mon succès n'était pas éclipsé par des appels désespérés de ma famille pour de l'argent. C'était simplement le mien, gagné par mes propres capacités et ma propre détermination. En dehors du travail, j'ai commencé à reconstruire ma vie personnelle. J'ai rejoint un cours de cuisine le jeudi soir où j'ai rencontré de nouveaux amis,
des gens qui ne se souciaient pas de combien d'argent j'avais ou si j'étais célibataire ou marié. Ils appréciaient la sincérité et les histoires que je partageais. J'ai rejoint un groupe de bénévoles au centre communautaire pour animer des ateliers scientifiques pour les enfants. Chaque fois que je voyais leurs visages avides tenant les petits robots qu'ils avaient construits de leurs propres mains, je sentais le vrai sens du don, non pas par l'argent qu'on m'extorquait, mais par le temps et le cœur. J'ai aussi commencé à prendre soin de moi de petites manières significatives, faire du jogging autour du parc de la Tête d'Or le week-end, passer des après-midi à lire dans un café, me préparer un bon dîner le soir, puis appeler des amis juste pour rire et parler. Je n'étais plus hanté par le flot de messages désespérés de ma famille. Mon téléphone était silencieux maintenant, et ce silence était la plus belle musique que j'ai jamais connue. Un soir de décembre, je me tenais sur le balcon de mon appartement, Lyon brillant sous moi, les lumières de la ville scintillant sur l'eau comme d'innombrables étoiles. J'ai pris une gorgée de vin, j'ai respiré l'air vif et j'ai souri doucement. Pas le sourire d'une vainqueur, mais le sourire de quelqu'un qui s'était enfin retrouvé. Le message résonnait clairement dans mon cœur comme s'il y était écrit « Votre valeur ne réside pas dans le fait d'être la bouée de sauvetage de tout le monde. Elle réside dans le fait de rester forte par vous-même et de ne garder près de vous que ceux qui vous chérissent vraiment. » Et je savais qu'à partir de ce moment, ce serait la boussole qui guiderait ma vie.